Bonjour. Avant de rentrer dans le sujet de cette session et pour faire un lien avec ce qui vient d'être discuté, et en particulier sur la fièvre de Lassa, je voulais qu'on ait tous une pensée pour notre chère collègue Lucille Saint-Louis, physiothérapeute, qui, lors d'une mission de formation au Nigeria, qui était extrêmement investie dans la physiothérapie des petits-enfants, des nourrissons et en particulier des enfants malnutris, avec des résultats absolument spectaculaires, et qui est décédée brutalement en février de cette année de la fièvre de Lassa. Donc je voudrais juste qu'on ait un mot et quelque part le fait qu'on continue à avoir des études sur la fièvre de Lassa, qu'on puisse progresser dans cette maladie, c'est aussi une façon pour nous de nous rappeler et de faire quelque chose, si infime soit-il, par rapport à la douleur qu'on a ressentie, évidemment celle de ses proches et de sa famille. Voilà. Donc on va maintenant parler d'une session qui sont les nouveaux challenges à MSF et les besoins. Vous pouvez voir dans le programme qu'il y a 4 sujets qui peuvent vous paraître extrêmement différents, qui concernent des pathologies différentes. Mais je crois que ce qui vraiment les réunit, et d'ailleurs ce qui réunit beaucoup de travail de MSF, c'est que lorsqu'il y a un nouveau challenge de santé, lorsqu'il y a une nouvelle maladie qui apparaît, MSF a toujours la volonté de pouvoir s'y attaquer, même quand on nous dit que c'est impossible, même quand on nous dit que c'est trop cher le traitement, même quand on nous dit que les patients ne suivront pas le traitement. Et je pense que vous verrez ces 4 exemples illustrent en fait cette volonté de pouvoir répondre à ces maladies, de travailler sur un gold standard qu'on va appliquer dans des conditions extrêmement contraintes. Et c'est pour ça que dans la tête de pas mal de gens, on pense que c'est absolument impossible alors que ça l'est. Et moi, je voudrais insister que la force qu'on a dans ces démarches-là, c'est d'avoir Epicentre à nos côtés, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à de tels challenges sans avoir des données correctes, sans avoir du suivi individuel de patients, sans avoir de la recherche qui va répondre à des questions spécifiques qui se posent dans les terrains d'intervention, qui ne sont pas forcément exactement les mêmes que celles qui vont se poser dans les pays avec un haut niveau de ressources. Et donc je pense que cette collaboration, elle est extrêmement précieuse, elle dure depuis très longtemps, et là on se rend compte qu'à l'occasion de nouveaux challenges, on est toujours ensemble pour travailler la main dans la main. Je vais passer la parole à Claudia. Thank you, Claire. Merci beaucoup, Claire. Alors, je démarre par une petite introduction, vous voyez, parce qu'on va avoir une présentation sur le VIH et beaucoup vont penser dans la salle, vraiment un nouveau défi, le VIH, on y était déjà il y a 20 ans de cela, avec les bases de données pour suivre nos patients, pour dire, voilà, on peut traiter ces patients, et Epicentre a commencé à colliger des données. Beaucoup d'entre vous ont participé à l'aventure, et quelques années plus tard, on a décidé de dire, on peut faire mieux. On peut faire aussi des soins de qualité pour nos patients et à grande échelle. Et on a eu cette vague d'ouverture d'études sur une énorme cohorte de patients que nous avons suivis pendant de nombreuses années. On a mis ça en place tous ensemble et on les a suivis, ces patients, pendant tant d'années en observant la résistance au traitement de première, deuxième, troisième ligne. On a accompagné l'introduction de nouveaux traitements comme le dolutegravir au Malawi. Et il y a vraiment quelque chose qui a changé avec cette montée en puissance. Et c'était l'une de nos ambitions. Mais il y a un moment où on a dit, ça suffit pas d'offrir le meilleur traitement possible à ces patients. On a aussi une ambition en matière de santé publique. On veut une bonne couverture. Et ces objectifs de 99
C'est ce qu'on a fait. On a essayé de traiter tous ceux qui étaient infectés et que tous ceux qui connaissaient leur statut puissent être soignés, que tous ceux qui étaient pris en charge soient bien pris en charge. Donc on a fait cela grâce aussi aux données qui étaient recueillies. Donc, ce n'est pas vraiment un nouveau défi. Cette présentation va nous parler aussi des choses qui changent au cours du temps. Et le fait qu'on ait aussi fait la passation de cette grande cohorte au ministère de Santé, ça nous a permis de nous concentrer sur des sous-groupes, par exemple les travailleurs du sexe, les populations de migrants, en ayant des adaptations de nos traitements pour les prendre en charge de manière plus spécifique. Et ça aussi, ça s'est accompagné par des études. Et cette aventure, nous la poursuivons tous ensemble. Et il y a de nouveaux défis, nouvelles opportunités qui pointent à l'horizon. Et c'est de ça dont Kwiwa va nous parler, puisqu'on a maintenant les injectables, les ARV injectables. Et là, on va nous parler d'une population particulière et avec une prophylaxie pré-exposition. Alors, sans plus attendre, voilà, après cette brève introduction, et j'essaye de rattraper le temps que nous avons un petit peu accumulé de retard. Je vous demande d'accueillir notre épidémiologiste Kwiwa qui travaille au Malawi. Bonjour à tous. On va partager des résultats préliminaires sur l'utilisation du Cabla, c'est-à-dire du cabotegravir injectable à action prolongée qu'on a offert au travers du sexe au Malawi. En dépit des progrès indéniables, le VIH reste un problème au Malawi avec une prévalence de 6%, qui est estimée à 6%, et en particulier plus élevé, de presque 53% chez les femmes travailleuses du sexe. Et on sait qu'avec les injectables à longue action, on a fait beaucoup de progrès. On a déjà la PrEP orale qui se prend tous les jours. C'est pas évident pour le prendre au long terme. Et puis on a le Cabla. C'est la première PrEP injectable à action prolongée, c'est-à-dire une injection musculaire, intramusculaire tous les 2 mois. C'est une bonne tolérabilité, mais c'est vrai qu'on a une douleur aussi d'injection qui est l'un des problèmes. Et c'est vrai que comme pour la PrEP orale, on n'avait pas vraiment de données sur la vie réelle et en particulier au sein de cette population de travailleurs du sexe. Donc on a mis en place ce projet dans le district d'Edza et Neno avec des cliniques de proximité pour travailler sur 21 hotspots. On avait déjà la PrEP orale qui était disponible, mais l'adoption n'était pas vraiment bonne. Le Cabla a été introduit en janvier 2025 avec une capacité initiale un petit peu limitée parce qu'il n'y avait pas assez de produits disponibles et on a donc regardé son utilisation. Les objectifs de l'étude, c'est-à-dire, étaient les suivants: évaluer l'adoption, les préférences et la persistance de l'usage, explorer les barrières et les catalyseurs de l'adoption et de la persistance d'usage, évaluer la faisabilité, l'acceptabilité via ces cliniques mobiles dans les hotspots. C'est une étude observationnelle sur 18 mois, entre janvier 2025 et juillet 2026. C'est à base de méthode mixte avec un modèle multi-État pour estimer l'utilisation de la PrEP au cours du temps et complété par des entretiens individuels et collectifs et aussi des discussions de groupe. Et donc, je vais partager les données jusqu'à mars 2026 ainsi que nos données qualitatives. Nous avons travaillé surtout avec des femmes, 93%, avec un âge médian de 26.
entre 14 et 78, donc avec des mineurs, mais surtout des jeunes adultes. La plupart n'avaient jamais venu à la clinique et le travail du sexe était soit le revenu principal, soit occasionnel. On avait beaucoup de mobilité avec des mouvements entre le Malawi et Mozambique et aussi des caractéristiques de vulnérabilité, stigmatisation, insécurité alimentaire. Voilà ici la période d'observation. On a eu donc la 1393 ont été contactés, 41% pour la PrEP orale, 59% pour Kabla. Of those, 41% started with oral PrEP and 59 started with Kabla. And just to note as well that 70% actually preferred Donc 742 sur les 1393 ont été démarrés sous PrEP et 70% préféraient le Kabla. Mais on n'a pas pu le donner à tout le monde parce qu'il n'y avait pas assez de produits disponibles. Vous voyez ici la prescription au cours du temps. Prescriptions continued, but mainly for Kabla, as we On a surtout vu des gens qui voulaient poursuivre la Kabla et 1 sur 5 est d'ailleurs passé au Kabla, alors que 3% seulement est passé à la PrEP orale, principalement pour raison de grossesse. pain, swelling and lumps at Les- injection site. On a rapporté aussi des Most commonly on the first 4 injections. œdèmes et douleurs au site d'injection. Discontinuation. Mais bon, en tout cas, on n'a pas noté d'interruption du traitement en raison de la douleur. Nous n'avons pas observé de séroconversion. We have the same graph. Et là, le même And we also graphique, added those who did not return mais for on a PrEP. ajouté ceux qui ne sont pas retournés à la PrEP, regroupés en firstly, in 3 yellow, as you catégories. can see, we D'abord have en off jaune, PrEP. This ce refers sont to ceux qui ne missed or sont late pas sur appointments. la PrEP, In des orange, rendez-vous we have ratés loss ou of follow-up, en retard. defined as En no orange, les return, perdus de more vue than- ne by sont more pas than 2 months. revenus depuis plus In de 2 pink, mois. we have En stopped PrEP, rose, which refers to those who actually returned to on the a clinic ceux and qui ont reported arrêté la stopping PrEP. PrEP. Ils sont revenus à la clinique, mais ont annoncé qu'ils avaient arrêté le traitement PrEP. So overall, we had disengagement from PrEP. Dans It was l'ensemble, substantial, il y a as you can un see. désengagement It assez mainly important occurred par after the rapport à second la and third PrEP, visit, and it was mostly notamment attributed to the observé loss of lors de la follow-up. deuxième et troisième visite, essentiellement pour cause de patients perdus de vue. Next, we used a multi-state model framework Ensuite, to on estimate a PrEP use over the full 12 utilisé months. ce modèle The table shows probabilities pour voir of being in le PrEP recours à follow-up la states PrEP on the left, pendant or PrEP les exit 12 states derniers on the mois. right, at 3, 6, and 12 Il y a la months. sortie de la PrEP à 3, 6 et 12 mois, à So at droite, même baseline, catégorie we que tout observed à that l'heure. 41% started with oral Donc PrEP, initialement, and 21% ont 59% démarré started la with Kabla. PrEP orale et Oral PrEP 59% then drops rapidly, le 10-fold Kabla. to Et 4% puis, at month 3 and 4% 3% at month 12. seulement ont fini par rester sur la PrEP. Kabla use, on the other hand, reduces Le less and Kabla, increases more on a vu moins d'abandon du traitement, stabilisation à 30% au 6e mois. Off PrEP range between 17 to Ceux qui ne 5%. sont pas sous And PrEP, lastly, amongst 14 à exit 20%, à states, loss to follow-up 19%. is the most dominant Et one. puis, enfin, Nearly one-third of PrEP ceux qui users ont are abandonné, estimated to be lost to follow-up by month 3. ceux qui ont été perdus de vue figurent ici. La moitié au 12e mois avaient abandonné. La probabilité qu'ils retournent à la clinique et reprennent leur traitement est très faible. So qualitative interviews also highlighted Nous several avons réalisé des factors interviews influencing both qualitatives PrEP qui ont uptake mis en and persistent lumière use. plusieurs facteurs. Most participants were aware of La PrEP, plupart des and mobile participants clinics were connaissaient perceived as l'existence de la accessible PrEP, and voyaient les local. cliniques mobiles comme Kabla was accessibles, on ne les preferred as jugeait it pas. allowed for discreet Le use, Kabla eliminating the need était to le remember traitement de daily pills. préférence parce que c'est discret, Barriers pratique. included Mais il y avait quand même des fear barrières, or des the obstacles à experience of l'adoption side de la PrEP. D'abord, nausea, malaria, la peur des symptoms effets of oral secondaires, PrEP, and nausées, injection des site pain, symptômes swelling, similaires au lumps, palu Kabla.
Et puis, douleur sur le site d'injection, gonflement, ganglion, peur de la déstigmatisation et de la violence, le risque d'être remarqué, d'être vu venir souvent à la clinique, la pression des pairs, les a priori aussi affecter la fréquentation ou non de la clinique mobile. Ici, nous avons recueilli le sentiment des participants. D'abord, sur le câblage, la discrétion que ça permet, verbatim, comme l'amie dont je vous ai parlé, elle avait peur d'aller chercher la PrEP, elle était intimidée, elle avait peur qu'on la voie porter ses flacons de traitement. Donc les injectables, c'est plus facile, personne ne peut détecter que vous prenez une PrEP. Et alors, les injections intramusculaires dans les fesses, c'est douloureux. Les travailleuses du sexe, ça les gênait lors de leur rapport avec les clients. Et quelquefois, quand elles ont trop de douleurs sur le site d'injection, eh bien, elles ne travaillent pas et restent chez elles. Sorry, I've lost my notes. So, in summary, donc, en résumé, nous avons observé une adoption modérée de la PrEP avec une forte préférence pour le câblage. With the probability of staying active at 12 months around 10-fold higher. Les travailleuses du sexe pouvaient justement trouver beaucoup plus pratique de prendre le câblage. Elles pouvaient continuer à travailler. PrEP uptake and persistence were shaped by contextual, social and... Et l'observance dépend de plusieurs facteurs, du contexte, mobilité, saisonnalité du travail sexuel, les facteurs sociaux, la peur de la stigmatisation. Comme nous l'avons vu, le câblage a prouvé son potentiel de renforcer l'adoption de la PrEP et sur la durée parmi les travailleuses du sexe, mais il y a aussi certaines lacunes, des trous dans la raquette. Il faut faire davantage de sensibilisation, lutter contre les préjugés et les idées fausses, renforcer les conseils, favoriser le soutien par les pairs, prendre, se coordonner avec les sites du ministère de la Santé, travailler sur des modèles qui permettent aussi l'adoption en continu et sur la durée de la PrEP. Merci beaucoup. So, thanks a lot, Griwa. We will have the questions and the discussion. Merci. On va laisser les questions après avoir entendu toutes les présentations. I think we'll have a lot of discussions afterwards. Maintenant, je vais inviter le docteur de San José, Sylvia, qui est médecin avec un PhD. Now, Dr. San Jose has a PhD in epidemiology. She devoted a good part of her career working on the relationship between the papillomavirus and cancers. She worked with prestigious institutes and institutions. I cannot mention them all, but the International Research Center Against Cancer, Barcelona Institute of Oncology, National Cancer Institute in the US. She was the president of the International Papillomavirus Society, and she's one of the greatest global contributors to a better understanding of HPV and cervical cancer. I'm saying that in all sincerity. Over to you. Thank you so much. It's a pleasure and an honor. I am going to talk about the PAVE project, Je vais vous parler du projet PAVE, qui est une manière nouvelle de dépister et d'opérer le triage pour détecter donc le pré-cancer du col avec un génotypage étendu du HPV et une évaluation visuelle automatisée par IA.
because Epicentre, MSF, Épicentre, Épicentre et la Fondation MSF ont contribué sous mains aspects à ce projet, pas seulement dans les discussions, mais financièrement et avec des ressources humaines, au Malawi notamment, avec la contribution de plus de 6 000 personnes. So let me tell you about the cervix. Alors, le col A very de small l'utérus, part of the uterus, là on parle d'une toute petite partie de l'utérus, le col, to 90% qui contribue à 90% des cas de cancer du col. at the end of the uterine cervix, Il se trouve à la fin, the uterus, sorry, and it's au bas de l'utérus. different Il types est constitué de deux types de cellules, and glandular cells, des cellules glandulaires shaking et according des cellules to the squameuses. physiological changes of the Et en fonction des changements physiologiques du vagin avec la reproduction, ces cellules sont très agiles, elles se transforment aisément, ce qui les rend susceptibles aux infections par le HPV. C'est un endroit très particulier du corps humain et qui présente donc ces caractéristiques et une affinité pour le HPV. Le col du cancer, le cancer du col is really est très invasif. public health problem. C'est un problème de santé publique majeur. Nous avons des estimations. This disease Plus de 600 000 femmes sont affectées par cette pathologie chaque année. Comme vous le voyez sur la carte, les pays en bleu, enfin, en bleu, c'est l'incidence et en rouge, la mortalité. La moitié des femmes qui auront cette maladie vont mourir à cause de cette maladie. Et malheureusement, 80% de ces décès vont se produire en Afrique subsaharienne et dans les pays à faibles ressources. On a donc un gros problème d'inégalité en fonction de la géographie, de où l'on vit. Et avec nos activités de prévention, il faut faire tout ce qu'on peut pour lutter contre cette maladie. On sait aujourd'hui que le HPV est la cause du cancer du col de l'utérus. On a des milliers d'études qui l'ont prouvé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a plus de 200 types de HPV différents, mais tous ne sont pas responsables de cancer. Et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer a classifié 13 types de HPV, groupe 1 ou groupe 1B, groupe 1B, qui sont susceptibles de provoquer des cancers. C'est ce qu'on cible en matière de prévention contre le HPV. Ici, je les ai groupés par couleur. Ça, c'est un concept important à saisir. Les types de HPV sont classifiés en fonction du taux d'attribution de cause du cancer du col invasif. Le numéro 1 en rouge, 16, et représente la cause de plus de 60% des cancers du col. Donc, si on arrive à se débarrasser de ces 16 types, on va réduire de 60% l'incidence du cancer du col. Après, en jaune, 18 et 45, les plus communs des HPV, importants pour ce carcinome. Après, le groupe en vert, c'est un risque qui représente un risque intermédiaire, moyen. Ça représente environ 10% de l'ensemble des cancers du col. Et puis, le groupe des HPV en bleu. Et il faut bien comprendre ça. En groupe, ce sont des types de HPV qui ont été vérifiés. Ils sont carcinogènes, mais la chance que les femmes infectées par ce type de HPV évoluent en cancer du col invasif est très faible. Donc, vous voyez, ils contribuent à moins de 5% de l'ensemble des cancers du col de l'utérus invasif. On comprend bien maintenant l'histoire naturelle de la maladie. On sait qu'on acquiert une infection HPV, là c'est la courbe en rouge, peu après le début des rapports sexuels. Et puis la majorité d'entre nous ont un système immunitaire suffisamment costaud pour se débarrasser de l'infection. Mais chez 10 à 15%, il reste.
et l'infection va être persistante. Maintenant, on sait qu'on peut faire de la prévention sur l'évolution de l'infection grâce à la vaccination contre le HPV disponible partout dans le monde. 40% des filles de moins de 15 ans reçoivent le vaccin anti-HPV et ça va avoir une incidence sur cette courbe, si bien qu'on n'aura plus de maladie. Mais pour les femmes qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinées, il faut faire du dépistage. En France, vous avez plusieurs visites, plusieurs occasions de faire des visites et d'être dépisté, mais dans les contextes à faible, à ressources modestes, on aura beaucoup moins cette occasion. L'OMS s'en inquiète beaucoup de cette inégalité. Ils ont lancé un appel pour l'élimination du cancer du col. Il s'agit vraiment de faire baisser drastiquement le nombre de nouveaux cas de cancer du col à un niveau très faible, de sorte que ce ne soit plus un problème de santé publique. Le principal pilier, c'est 90% des filles vaccinées avant 15 ans, 70% des femmes entre 35 et 45 ans doivent être dépistées pour le HPV. Et toute femme chez qui on détecte des lésions précancéreuses ou un cancer doit être traitée. Il faut que 90% des lésions ou des cancers détectés soient traités. Si on arrive à cela, si on obtient ces taux, et tous les pays de l'OMS ont signé pour ça, d'ici 2030, c'est l'objectif 2030, eh bien, à la fin du siècle, on aurait réussi à éliminer partout dans le monde ce cancer du col de l'utérus causé par le HPV. Alors, le projet et l'étude PAVE, P-A-V-E, elle s'attaque au problème en l'absence de dépistage suffisant dans les pays à faibles ressources. Moins de 10% des femmes africaines ont été dépistées. Grâce à cette approche, on va essayer de rendre le dépistage plus accessible. Ce projet comprend d'abord un dépistage par auto-prélèvement d'échantillons. La femme n'a pas besoin de subir un examen gynécologique. Elle va juste prélever quelques cellules du col. Et cette approche nous permet de tester la présence du HPV. Et puis, on teste le HPV avec, vous savez, ces blocs de couleurs, de classification que je vous ai montré, ce qui va nous permettre de stratifier le risque d'avoir des lésions précancéreuses et qu'elles se développent en cancer. Si la femme est négative, la femme est rassurée, elle rentre chez elle, la valeur prédictive est d'environ 5 ans. Si la femme est HPV positive, on leur demande de revenir pour un examen gynécologique avec un spéculum. On prend des photos et c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va lire l'image. Donc, avec les résultats du test et l'imagerie, on génère un algorithme qui va classifier les femmes selon ce code de couleur comme les feux de circulation. En rouge, une femme qui a un résultat rouge a besoin d'être traitée immédiatement, cancer de risque très élevé. Si c'est en jaune, risque moyen, il faut assurer le suivi en fonction de nos capacités en matière de traitement. Eh bien, on va la traiter, mais ça va être en priorité numéro 2. Les femmes qui ont un résultat en vert peuvent rentrer chez elles pleinement rassurées. On essaye d'éviter les surtraitements. Et dans l'ensemble du projet, on procède à l'ablation thermique. C'est une première approche thérapeutique et ça permet de traiter 60% des cas qui nécessitent un traitement. Les autres, on les adresse dans des centres spécialisés. Alors, 50 000 femmes ont été recrutées de 9 pays. Plusieurs, vous avez les chiffres ici, vivaient avec le VIH. 30% étaient positives au HPV. Et on a réussi à inclure ce qu'on appelle une étude d'efficacité sur 7 535 femmes qui étaient HPV positives et ont disposé du jeu de données complet, c'est-à-dire les rudiments pour pouvoir évaluer une évaluation histologique. Toute femme
devaient subir un examen histologique parce que, je vous rappelle, c'est un projet d'évaluation, donc il faut confirmer que notre stratégie fonctionne. Les sites de l'étude, Cambodge, Brésil, le Salvador, Honduras, République dominicaine, Nigeria, Tanzanie, Malawi et l'Eswatini. Au Colorado, aux États-Unis, c'est là où on envoyait l'imagerie en ligne, en les agrandissant. Mais maintenant, on peut faire ça sur le site au Malawi pour l'évaluation visuelle automatisée par IA. Mais on voulait s'assurer qu'on pouvait faire cette évaluation par IA avec des instruments mobiles et délocalisés, décentralisés. Sur ce tableau, je vous montre le pourcentage de femmes chez qui on a détecté des lésions précancéreuses. Par précancéreuse, je veux dire CIN3. Ça, c'est avant que ça évolue en cancer du col invasif. Dans l'ensemble, chez les femmes positives, c'était 7%. Et vous voyez les deux premières colonnes en bleu, les femmes positives au HPV-16, le risque initial était de 15 si elle était HPV négative et jusqu'à 85% si elle était séropositive, positive au VIH. Et en vert, ce sont donc ces femmes qui vivent avec le VIH, qui sont plus susceptibles aux infections que les femmes qui sont simplement le HPV. Premières étapes, on peut déjà passer de 7% pour identifier les femmes qui ont un risque de 25%. I think I didn't have the most updated version, but okay. Sorry about that because we had included here another slide in which we show. Et là, nous montrons ce qui se passe lorsqu'on prend l'image. L'image du col du cancer peut être classifiée en 3 groupes, normal, indéterminé ou sévère. Et c'est le groupe sévère qui est vraiment un marqueur de la maladie. Quand on a le degré de sévérité par rapport à l'image et l'information sur le HPV, on peut grader le risque. On parlait tout à l'heure de 20%. Maintenant, on est au-delà de 35% pour le rouge. Si une femme est atteinte du HPV-16, peu importe les résultats de l'imagerie, le risque est déjà très élevé, tellement élevé qu'il faut la prendre en charge et la traiter. Mais le groupe que je vous montrais avant, le groupe des bleus et des verts, l'évaluation de l'image par IA présente une valeur ajoutée. Une femme avec un HPV 31 ou 39 qui représente un risque très faible, si son image est catégorie comme sévère, le risque immédiatement monte en flèche. Cela nous permet donc d'avoir une approche de dépistage et de triage de très bonne qualité sur le terrain. Et moi, je dis toujours, je serais ravie qu'on m'applique cette méthode. Je serai rassurée. Ce groupe vert, lui, ce sont les femmes qui peuvent être rassurées et rentrer chez elles. Et notre activité opérationnelle se concentre sur les groupes jaunes, roses et rouges qui ont besoin d'un traitement. En résumé, et à la lumière des résultats de notre étude, on a catégorisé comme nécessitant un traitement immédiat 57% des femmes positives au HPV. Pour 22%, on les prend en charge en fonction des moyens et 21% des femmes peuvent rentrer chez elles rassurées. Pour la prise en charge des rouges et des jaunes, on va cibler 98% des cas de pré-cancer et de cancer potentiel. On passe à côté de 2% qui figurent dans le groupe des bleus et verts, mais on ne dispose pas d'un autre test de dépistage. Et ça, on peut arriver à ça avec une seule visite gynécologique. Donc, pour résumer,
La stratégie IPA met en lumière le fait que le HPV et l'évaluation visuelle par IA permettent une bonne stratification des risques des lésions précancéreuses et nous pouvons apporter un soutien à la prise en charge clinique et faire de notre mieux pour les femmes qui en ont le plus besoin, notamment sur les terrains aux ressources limitées. Je tiens à remercier toute l'équipe, excellent consortium. Merci aussi à MSF et à tout le monde, à tous ceux qui nous ont aidés. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvia. Donc juste pour donner un petit mot du Malawi actuellement, on est passé de la recherche à la mise en routine de cet algorithme de dépistage et de triage. Et j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions à la fin, donc je ne vais pas m'étendre. Et on va passer directement à la présentation sur la drépanocytose. Donc je voudrais présenter Farah, qui est épidémiologiste, qui travaille à Épicentre basé à Dakar, qui est en cours d'une thèse de sciences à l'Université de Genève, ainsi que Delphine Sauvageau, épidémiologiste, qu'on a le grand plaisir de revoir à Épicentre, puisqu'elle était à Épicentre il y a quelques années, et qui a une grande expérience en épidémiologie dans différents instituts et ONG. Et ils vont tous les deux nous présenter leur travail sur la drépanocytose. Good morning, everyone. We are very pleased to Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous présenter nos résultats de recherche sur la drépanocytose, rural remote area in Niger. notamment dans les zones rurales reculées au Niger. In French. Je vais vous demander de me permettre de m'exprimer en français. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique très répandue en Afrique. Au Niger, une personne sur 20 est drépanocytaire. Les patients présentent des crises douloureuses répétitives et d'autres complications dues à une déformation des globules rouges qui finit par obstruer les vaisseaux sanguins périphériques. L'hydroxyurée, c'est un médicament qui modifie considérablement ces complications et améliore le pronostic du patient. Cependant, son utilisation en Afrique est uniquement limitée aux centres spécialisés de prise en charge de drépanocytose. Au Niger, son utilisation est aussi limitée, le coût élevé du traitement, l'infertilité temporaire et l'effet tératogène probable rapporté sont entre autres raisons évoquées. C'est donc dans ce contexte que MSF soutient la prise en charge de la drépanocytose au Niger depuis 2019. Le paquet préventif proposé par MSF inclut, entre autres, le traitement prophylaxique, un suivi clinique de santé mentale, biologique et de nutrition, mais également une éducation thérapeutique. À la date de février 2026, alors 3300 enfants étaient déjà inclus dans la cohorte de drépanocytaires suivie par MSF au Niger, à Madaroufa et à Difa. Ainsi, en 2022 et 2024, Médecins sans frontières a procédé à une introduction pilote de l'hydroxyurée dans la prise en charge de ces enfants. À cette date, 70 enfants sont sous hydroxyurée dans ces deux sites. À la suite donc de cette introduction pilote de l'hydroxyurée, nous nous avons posé la question de savoir quelle est la faisabilité et l'acceptabilité de ce traitement dans ce milieu, mais également quelle est l'évolution de la qualité de vie perçue par des patients traités par l'hydroxyurée. Et enfin, nous avons proposé d'évaluer la fréquence des complications sur l'ensemble de la cohorte. Alors, pour cela, nous avons réalisé 3 études complémentaires. La première étude, qui est une étude quantitative prospective, qui, elle, évalue l'évolution de la qualité de vie des enfants traités par hydroxyurée. La deuxième étude, c'est donc cette étude qui va évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de ce traitement dans ce milieu. Et enfin, nous avons proposé aussi une étude quantitative qui va donc décrire l'évolution des complications chez l'ensemble de la cohorte. Alors, les 2 premières études ici feront l'objet de cette présentation, la troisième étant encore en cours. Pour ma part, je vais vous présenter la première étude et ma collègue vous présentera l'étude qualitative sur la faisabilité et l'acceptabilité. Alors, parlant donc de la qualité de vie des enfants traités par l'hydroxyurée,
Un questionnaire d'auto-évaluation de la qualité de vie, Pediatric Quality of Life, a été soumis, comptant 9 dimensions, 43 items adaptés à l'âge des enfants, a été administré directement aux enfants de 5 à 15 ans et aux parents ou représentants légaux des enfants pour les enfants de 2 à 4 ans. La collecte des données a été réalisée à l'initiation du traitement, à 6 mois et à 12 mois. Alors, les répondants avaient à répondre à un questionnaire gradué allant de jamais à toujours, donc noté sur une échelle de 0 à 4. Ensuite, cette échelle a été scorée de façon inverse, de 100 à 0, c'est-à-dire plus grand est le score, meilleure est la qualité de vie. Et le score moyen global était donc la moyenne des scores des 43 items. Alors, les dimensions évaluées dans cette étude sont donc au nombre de 9, comme on venait de le dire, qui partent de la douleur. Elle évalue la fréquence et l'intensité de la douleur, à la communication, qui évalue donc la capacité des patients de communiquer au sujet de leur maladie avec les soignants, mais aussi avec son entourage. Alors, en matière de résultats, il faut dire que nous avions 30 enfants, dont 67% étaient de sexe féminin. Tous nos enfants étaient tous drépanocytaires SS, et ils avaient tous chacun eu au moins une complication l'année précédant la mise au traitement hydroxyurée. Alors, parlant du score de la qualité de vie, comme vous pouvez le voir, entre l'initiation et à 6 mois déjà de traitement hydroxyurée, nous avons noté une amélioration significative du score de la qualité de vie des enfants, une amélioration qui était encore plus nette à 12 mois. Et là, on parle donc de passage d'un score de 67 à 90 pour une valeur maximale de 100. Nous nous sommes intéressés à voir les différentes dimensions. Et comme vous pouvez le constater, l'ensemble des dimensions regroupées sur la douleur et sur l'émotion et les inquiétudes des enfants ont connu une meilleure amélioration. Tandis que la dimension sur la communication au sujet de la maladie et le poids du traitement au quotidien chez l'enfant ont connu une amélioration aussi, mais pas vraiment significative, étant déjà très haute au début et probablement due à l'introduction des nouveaux médicaments dans leur suivi. Arrivé là, je vous laisse la parole à ma collègue Delphine pour la suite de la présentation. Merci Farah. Donc moi, je vais vous parler de la faisabilité et de l'acceptabilité qu'on a conduite cette année, une étude qu'on a conduite cette année au Niger, à Madarumfa et Difa. Ça s'est basé sur des entretiens individuels semi-dirigés chez des enfants âgés de 9 à 15 ans, chez leurs parents pour les enfants plus jeunes, chez le personnel de santé et chez les autorités sanitaires. La collection des données s'est faite sur 2 mois et nous avons ensuite effectué une analyse thématique. Sur 49 entretiens réalisés, nous avons pu avoir de l'information sur 22 enfants. Et vous pouvez voir que ces enfants avaient en moyenne 3 ans de suivi à Madarumfa, 1 an et demi à Difa, 21 professionnels de santé qui avaient aussi une expérience sur la drépanocytose de 4 ans en moyenne. Alors tous les participants, sans exception, nous ont dit que l'hydroxyurée était extrêmement efficace. Et ça s'est illustré à travers 6 grands aspects. D'abord, une diminution de l'offre de soins, avec beaucoup moins d'hospitalisation et de transfusion sanguine, contrairement à ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir avant le traitement. Une gestion de la douleur, puisque c'était possible de la faire disparaître sous automédication, ce qui était impossible avant. Et surtout, une augmentation de la sociabilisation de ces enfants qui se sont autonomisés, qui jouaient avec leur père et qui pouvaient aller à l'école, ce qui n'était pas possible avant. Les mamans étaient très fières aussi de nous dire que leur enfant avait grandi. Il a été plein d'énergie, il se battait dans la rue et il n'avait plus du tout l'air malade. Ça participe aussi à un changement de dynamique familiale, puisque le père qui avant était totalement absent de la prise en charge de son enfant, là, l'accompagne au rendez-vous parce qu'il n'y a plus de risque d'hospitalisation. La mère peut avoir une activité économique et il y a une diminution de l'anxiété au niveau familial qui est très importante à cause de la diminution des épisodes morbides. La performance cognitive des enfants aussi s'est nettement améliorée, ce qui rend un avenir, qui donne un avenir à ces enfants.
Si on fait un petit pas en arrière et qu'on regarde du coup les déterminants de l'acceptabilité et de l'adhérence, on voit que l'impact de la maladie avant traitement, avec beaucoup d'hospitalisation, de douleurs, était déterminant pour accepter un nouveau traitement. Ça a été reçu comme un soulagement par beaucoup de familles. Le fait de connaître la maladie, son aspect génétique, était aussi important dans la mesure où ils ont moins hésité à accepter. Et en termes de barrières, on a pu voir, comme dans beaucoup d'études conduites en milieu rural, que l'accès à la médecine traditionnelle était souvent de première intention et que ça retardait l'accès aux soins. L'influence communautaire, parce qu'en fait, dans ces zones-là, ils ont appris à gérer la maladie de manière différente, et la solution proposée en général aux familles avec des enfants drépanocytaires, c'est de divorcer. Donc là, en fait, il y a eu un petit peu une redistribution des cartes. La peur de l'infertilité. Alors, vous savez qu'avant de mettre sous traitement, le médecin fait des entretiens pré-initiation, et là, à cette occasion, il informe sur le risque d'infertilité temporaire causé par le traitement. Et donc là, à ce moment-là, au début du programme, il y a eu beaucoup de perdus de vue, parce que la fertilité dans ces zones-là, c'est extrêmement important. Comment les équipes ont réussi à modifier un petit peu cette dynamique, c'est en sensibilisant les papas, qui sont les décisionnaires pour la famille. Donc du coup, une sensibilisation des pères au moment de l'initiation a un petit peu permis de rétablir ce mauvais départ. En termes d'adhérence au traitement, on a pu voir que s'il y avait un relais au niveau familial de la maman, qui est en général l'aidant principal, ça se passait bien. Au début du programme, il y avait des gélules de 500 mg qui étaient données. Ce n'est pas des gélules, du fait de leur gros dosage, qui étaient données tous les jours. C'était parfois que deux fois ou 3 fois par semaine, ce qui induisait du coup des oublis de doses. Des oublis de doses et puis aussi des difficultés d'ingestion pour les petits-enfants qui devaient du coup diluer les doses et ça pouvait amener à des sous-dosages. Donc l'arrivée des formulations à 100 mg a arrangé largement les choses. Ensuite, le coût du transport, parce que même si la prise en charge était gratuite, le transport était à la charge des familles. Et ça reste un élément extrêmement compliqué pour les familles de devoir venir tous les 3 mois du fait de l'impact économique. Le fait de ne pas avoir de système de rappel des médicaments était important et bien entendu, comme dans beaucoup en milieu rural, les difficultés d'accès en saison des pluies avec des coupures de route. Au niveau de la mise en œuvre hospitalière, le suivi était fait par un médecin et 2 infirmiers qui s'auto-percevaient assez compétents sur la prise en charge, due à une bonne formation et à un bon entourage avec un accès aux experts. Par contre, il y avait un temps d'attente assez long pendant les périodes de pic épidémique, parce que ce médecin était sollicité au niveau des urgences, vu qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui vont être très sensibles à n'importe quel changement climatique et donc vont faire des complications à ce moment-là. Donc c'est des drépanocytaires qui ne sont pas sous HU. Et bien entendu, le fait du coup d'avoir au niveau laboratoire une plateforme de laboratoire efficace avec des automates a permis de pouvoir suivre les bilans de manière efficace. Il pouvait y avoir aussi des délais pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que le laboratoire était aussi parfois surchargé par les urgences. Il y a eu des ruptures d'intrants laboratoire, mais on garde en fait au niveau du programme une très grande volonté d'être mieux formé sur la drépanocytose et tout le monde, pas uniquement l'équipe référente, veut être formé. Donc ça veut dire que ça enthousiasme les équipes. En conclusion, on peut considérer qu'on a eu des résultats très encourageants en milieu rural, chez des enfants qui ont démarré le traitement alors qu'ils étaient sévères. Ça s'est exprimé à travers une qualité de vie améliorée, peu de recours au traitement, une douleur gérable, des opportunités de socialisation, une acceptance du traitement qui peut être améliorée, et ça pourra se faire à travers des sensibilisations communautaires, pourquoi pas avec des bénéficiaires de l'hydroxyurée. Ça a montré son efficacité avec le VIH et les antirétroviraux et le remboursement des coûts de transport. Au niveau de la mise en œuvre, quelques améliorations minimes
au niveau de monitorage de l'adhérence, potentielle augmentation de l'équipe et une meilleure planification. Donc en recommandation, il faut savoir que tous les participants ont dit il n'y a pas assez de traitement, il n'y a pas assez d'enfants qui reçoivent le traitement. Tout le monde veut que ça soit disponible beaucoup plus largement. Et donc MSF a cette année, a réussi à négocier des prix abordables pour avoir un certain nombre de traitements qui pourra couvrir jusqu'à 500 enfants au Niger. Donc ça, c'est une magnifique opportunité pour essayer d'autres stratégies de prise en charge, telles que rapprocher le traitement des bénéficiaires par la décentralisation, comme ça s'est fait pour les ARV. Et ça pourra avoir différents types de modalités, que ce soit en termes d'éligibilité des enfants selon leur traitement, ou délocaliser soit la délivrance des médicaments, ou même les prélèvements sanguins. Il est important qu'il y ait un accompagnement des efforts de mise à l'échelle au niveau national. Ça va passer, et ça doit passer par une augmentation de l'offre de dépistage, développer des algorithmes cliniques pour la référence des patients, et puis bien entendu faire des plaidoyers pour essayer d'avoir un accès aux médicaments à des prix abordables pour les États. Voilà, je vous remercie pour votre attention et un grand bravo à toutes les équipes qui ont mené ces programmes au Niger. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment la première fois qu'on mettait des patients sous hydroxyurée à MSF, dans un projet MSF. Donc c'est l'étude pionnière. Et voilà, je suis heureuse de dire que, par exemple, en Ouganda, depuis le début de l'année, on a plus de 200 enfants qui sont sous hydroxyurée et qu'on va essayer d'augmenter largement les cohortes. Très bien. Et on va passer directement à la dernière présentation. Pour cette présentation, on va regarder plutôt tout ce qui est antibiorésistance, IPC. Et j'invite Jasper qui va venir nous parler. Jasper, il est IPC Advisor de Médecins sans frontières depuis 2021 et en tant que responsable de la mise en œuvre mobile avant. Merci. All right, thank you. I'll just speak in English. OK, go ahead. Yeah. Sorry. Je vais m'exprimer en anglais. J'espère que ce sera aussi intéressant que les autres. Je vais brièvement vous expliquer notre projet sur les outils d'alerte ou ce qu'on appelle HAI-SAT, qui concerne ce que l'on appelle les maladies nosocomiales assez couramment. Alors, ces infections n'étaient pas présentes au moment de l'admission des patients. Cela représente un gros problème. S'agissant des patients, selon l'OMS, environ 7% des patients dans les pays à haut revenu et jusqu'à 15% des patients dans les contextes à faible niveau de ressources peuvent acquérir une maladie nosocomiale au cours des soins. Et il y a différents types d'infections de ce type qui peuvent affecter différents organes et elles se produire de manière isolée ou en groupe. Malgré ce fardeau, beaucoup de contextes humanitaires où nous travaillons n'ont pas encore de système de surveillance qui permettrait d'identifier les tendances et les épidémies de manière opportune. Donc, en fait, souvent, on s'en rend compte quand un grand nombre de patients sont atteints. Alors, pourquoi est-ce important d'avoir un système de surveillance? Parce que ça permet d'évaluer si les systèmes de santé et si nos pratiques IPC sont efficaces pour prévenir ces maladies. La surveillance de ces maladies ne remplace pas le diagnostic clinique. Et moi, je suis infirmier clinicien. Il s'agit de centrer sur un patient individuel, alors que là, par cette surveillance, on veut identifier les tendances, les risques de transmission et les flambées épidémiques au niveau d'une population. Donc, on s'appuie sur des définitions normalisées de façon à assurer une interprétation cohérente, quels que soient les contextes. Dans la plupart des installations MSF, c'est quelque chose qui est assez défaillant. Les informations cliniques
les données de labo et tout est un peu éparpillé sur différents types de supports et parfois même sur WhatsApp. Donc avoir les données, c'est difficile pour identifier la transmission d'organismes multirésistants qui ne sera découverte que très tard. Ce qui suppose des approches mieux structurées pour recueillir les données, les interpréter et les signaler pour que ça reste faisable sur notre réalité humanitaire. Alors, ce projet s'appuie sur différents outils. Différents outils de collecte de données, DHIS2, Praxis, parfois un simple registre sous Excel. Et puis, vous avez entendu parler le WhoNet de l'OMS, mais cela ne répond pas à tous les besoins sur le terrain. Donc, l'outil HI-SAT est interopérable et essaye d'avoir une définition harmonisée avec aussi la prise en compte des contextes IPC cliniques, de façon à mieux voir si il y a un risque de transmission de maladies nosocomiales. Alors, l'outil CoboCollect requiert avec une collecte de données et des résultats de microbiologie de WhoNet, ce qui permettrait d'avoir une liste unique de surveillance avec des indicateurs normalisés, un suivi des tendances, une identification des grappes et peut-être des alertes d'épidémie, alors que ça doit rester quelque chose d'opérationnel. Voici quelques captures d'écran. Ça ressemble à un questionnaire d'algorithme avec des questions fermées essentiellement. Et voici le tableau de bord qui est simulé ici. Donc ne vous intéressez pas aux données qui figurent ici. Donc on a des nombres et puis ensuite on aura des tendances identifiées par des pourcentages et des taux à l'avenir. Alors j'en suis à ma dernière dia. Pourquoi est-ce important sur le terrain? Parce qu'il y a encore des lacunes en matière de surveillance dans les contextes MSF. Il s'agit d'améliorer la surveillance elle-même en transformant toutes ces données fragmentées, IPC, labo et cliniques, en données de surveillance qui sont opérationnelles, et puis avoir des interprétations un peu plus normalisées pour l'ensemble des projets. Il s'agit aussi de venir en appui à une réponse opérationnelle précoce par une prise en charge, une identification en amont de ces maladies, de ces potentielles épidémies avant qu'il soit trop tard, comme ça se produit parfois sur nos terrains. Enfin, au-delà de la surveillance de routine, cette plateforme permet d'apporter un soutien technique aux opérationnels pour un suivi, tout en produisant des données qui permettront d'améliorer les activités EPC et puis la recherche opérationnelle à l'avenir. Il est également développé en tenant compte de la protection des données avec un accès limité. Donc, les prochaines étapes, ce sera d'avoir un outil pour la formation, un pilote pour la mise en œuvre, une évaluation et puis ensuite un déploiement sur tous les projets MSF. Cela permettra d'avoir un suivi adaptable au-delà des projets MSF si, par exemple, on veut travailler avec les ministères de la Santé. Et voilà, j'en ai fini. Merci. Thank you very much, Jasper. Merci beaucoup, Jasper. And I think it's a super interesting and important project. C'est un projet très intéressant qui nous permet de mieux identifier ces maladies et les épidémies parce que c'est quand même une grosse préoccupation chez nous. Alors, on va pouvoir passer maintenant aux questions. Je sais que là, on a couvert un éventail extrêmement large de sujets. Donc, on a parlé de Kabla pour le VIH, on a parlé
de l'outil PAV pour la détection des lésions précancéreuses pour le cancer du col. Ensuite, on a parlé de l'hydroxyurée et de la drépanocytose et des maladies nosocomiales. J'ai 2 questions pour l'étude. HIV prophylaxis prevention in Malawi. S'agissant de la prophylaxie du VIH au Malawi, il y a une étude similaire menée par OCB au Mozambique et je me demandais si les 2 études étaient comparables.
et à ceux qui ont contribué aux discussions.